Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver au compte d'un nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour ce nouveau numéro, je reçois comme invité du jour M. Ba Ouri. Il est l'animateur national de l'UFDG Renouveau, évidemment, et vice-président de l'UFDG, en conflit effectivement avec ce parti, on va dire, qui depuis un certain temps ne s'était pas encore retrouvé dans Café Débat après une tournée européenne. Il revient pour faire sa lecture de l'actualité du moment, des sujets brûlants de ces derniers temps. D'abord dans le registre politique, l'installation des élus locaux sous fond de violence, évidemment avec une crise politique qui s'accentue, avec des manifestations de rue, accompagnées bien entendu de ces habituels corollaires de morts, de blessés, des cas de vandalisme. Quelle est la lecture de M. Ba? Ce sera tout de suite dans cette émission. Et puis bien entendu, l'autre crise qui focalise les attentions, c'est la crise dans le secteur éducatif, en tant qu'intellectuel, mais aussi, on va dire, d'enseignant par le passé. Quel regard il porte sur cette crise, les perspectives de solution, il les dira dans cette émission. Monsieur Ba, bienvenue dans Café Débat. Merci de m'inviter et merci à tous les téléspectateurs de Gangan TV. Alors, merci une fois encore de la disponibilité. D'entrée de jeu, on va parler d'abord de votre mouvement EFDG Renouveau. Le mouvement Le Renouveau. Le Renouveau. Donc, alors, est-ce que le mouvement Renouveau continue à vivre, continue à exister, l'état de santé de cette structure? Pour que les téléspectateurs comprennent bien, je suis membre de l'UFDG. Je suis le premier vice-président de ce parti qui remplace le président en cas d'empêchement ou d'absence conformément à la résolution du Congrès de juillet 2015. Sauf que au retour d'exil, il y a eu une décision unilatérale d'exclusion qui a été prononcée contre moi le 4 février 2016. J'ai porté plainte et les tribunaux m'ont donné raison en disant que la décision d'exclusion de Ba Ouri est nulle et de nul effet puisque ne respectant pas les principes et les statuts et aussi le règlement intérieur de ce parti. L'autre camp a interjeté appel, c'est-à-dire ils ont utilisé ce qui est conforme au droit, cette option. Le fait d'interjeter appel suspend la décision du tribunal. Maintenant, la Cour d'appel ne s'est pas encore prononcée. Ça fait bientôt 2 ans que la Cour d'appel traîne les pieds par rapport à cette décision. Ça, c'est pour que le téléspectateur soit bien situé. Entre-temps, pour ne pas rester les bras croisés, j'ai créé avec d'autres le mouvement Le Renouveau pour mobiliser et rassembler tous ceux et toutes celles qui estiment que ma démarche politique leur convient. Donc, de ce point de vue, des éléments venant de tous les horizons politiques sont à l'intérieur du Renouveau. C'est un mouvement pour le moment et nous attendons le processus judiciaire et les processus politiques qui s'enclencheront, j'espère bien dans les prochaines semaines, pour dire ce qu'il en sera. Mais le renouveau est en train de s'élargir, est en train d'affirmer son identité et d'assurer son implantation partout à l'intérieur du pays et à l'étranger. C'est l'option majeure, il faut être implanté. Ce ne sont pas les idées justes qui gagnent le plus souvent. Les idées qui sont articulées ou qui sont adossées à des organisations solides, c'est elles qui parviennent à s'imposer. Donc, si nos idées correspondent à l'attente de la population, nous devons nous doter de l'organisation en nous implantant partout pour que nos idées puissent conquérir le maximum de nos compatriotes. On va tout à l'heure parler du mouvement Le Renouveau, tout à l'heure dans le registre des élections locales. Quel est le sort de ce mouvement aujourd'hui dans cette phase d'installation des élus? Est-ce que les gens qui ont été élus sur la liste du Renouveau ont trouvé leur place? Est-ce que tout se passe bien? Mais avant ça, restons toujours dans ce préalable-là. Une information qui était liée à l'entourage de Ba Ouri récemment, notamment la défection, si on peut l'appeler ainsi,
ou la prise de distance politique, ou sinon une séparation. Ce qui est sûr, c'est qu'un de vos très proches, de vos bras droits, il s'agit de Mohamed Lamine Keïta, qui a été vu aux côtés de Bahouri au lendemain de son exclusion du parti, mais après aussi vous, votre exclusion, et après la journée noire qui s'est passée aux abords de l'UFDG, où il y a eu mort de ce journaliste, Mohamed Koula, ce Mohamed Lamine Keïta qui décide de suivre sa propre destination et de se libérer un peu, on va dire, de l'ombre de Bahouri. Est-ce que, je veux dire, c'est une décision concertée, vous avez décidé avec Mohamed Lamine Keïta de vous séparer ainsi, ou est-ce que ça n'allait pas entre vous? Il a estimé qu'il est majeur, qu'il doit prendre son destin entre ses mains, ce qui est tout à fait normal, et il s'est éloigné de moi. Donc je n'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça. C'est important de savoir dans quelles conditions vous êtes séparés. Non. Est-ce qu'en de bons termes, ou est-ce que politiquement vous continuez à voir les choses de la même façon, à dire qu'il faut que l'UFDG se libère de tel et de tel, ou est-ce que à un moment donné vous ne voyez pas les choses sous le même angle? Il ne faut pas donner d'importance à ce qui n'est pas important. Dans ce cas, vous faites comme Selou Dalein Diallo qui parlerait de Bahouri. Parce que si, par exemple, on demande à Selou qu'est-ce qui ne va pas entre vous et Bahouri, où est-ce que Bahouri va revenir, non, ne donnez pas de l'importance à ça, Bahouri est parti, on n'en parle plus. C'est comme ça dans le débat politique. Il s'est exprimé. Il a dit qu'il a atteint un certain âge, il est majeur, il sait comment il prend sa distance. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Dans l'épreuve, dans le combat politique, dans l'épreuve, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas supporter les épreuves. Ils sont prêts à dire qu'ils sont fatigués, qu'ils ne peuvent pas suivre un long chemin qui est fait de sacrifices, de difficultés, d'autant plus que s'il y a à côté des gens qui les appâtent. Il va de soi que les esprits fragiles ne peuvent pas aller dans le sens d'un combat de longue durée. C'est comme la longue marche. Vous savez, le processus politique est une longue marche. Ça ne vient pas d'un seul coup. Et les grands leaders traversent des épreuves difficiles où parfois des éléments qui leur ont été proches les abandonnent pour des raisons diverses, avec des arguments parfois les plus fallacieux. C'est dans l'ordre des choses. Lorsque vous regardez, même le Christ a eu Judas. C'est pour dire que même au niveau du sacré, il y a eu des trahisons, il y a eu des défections. Vous regardez Moïse, lorsqu'il a voulu conduire le peuple juif dans la terre promise, lorsque ça a duré, il y avait des contestations qui ont émergé pour lui contester le leadership, de conduire le peuple juif à la terre promise. Donc c'est pour dire que nous, simples mortels, il va de soi que lorsque nous traversons des épreuves dans un contexte plein de dangers, d'enjeux, avec beaucoup de sollicitations à gauche, à droite, certains esprits ne sont pas en mesure de maintenir le cap, d'aller contre vent et marée pour l'affirmation d'identité ou de projets qui concernent l'écrasante majorité de la population. En cours de route, il peut y avoir des défections. Et autant il y a des défections, plus d'ailleurs il y a des genres de nouveaux éléments qui entrent et qui renforcent le mouvement. Et à l'heure actuelle, le renouveau se renforce davantage, accroît sa crédibilité interne et internationale. Partout, des structures sont en train d'être mises en place. Des éléments nous sollicitent pour dire venez, on veut s'implanter, on veut adhérer. Nous sommes dans cette dynamique. Et donc, si certains, par fatigue ou par autre chose, estiment qu'ils n'ont plus à faire un chemin avec Bahouri, libre à eux. Bien. Et donc, vous définissez tout simplement cette prise de distance de Mohamed Lamine Keïta par une sorte de démission, de fatigue sur la longue et éprouvante route vers votre objectif. Je ne fais pas de commentaire. C'est à lui de donner le qualificatif. C'est lui qui a décidé de partir. C'est lui qui s'est déclaré. Je n'en rajoute pas davantage.
mais je mets ça dans un contexte global où il y a eu d'autres aussi qui ont eu à avoir les mêmes attitudes. Bien. Donc, ce qui me conforte, les gens qui viennent, qui saluent ce que nous faisons, qui nous encouragent, sont de loin plus nombreux que ceux qui partent. Donc, c'est tout à fait dans la logique des choses. Comme disait l'un, le processus politique, c'est comme une locomotive avec des wagons, certains montent, d'autres descendent à chaque gare, ainsi de suite. Mais on arrivera à destination avec l'aide de Dieu et on fera en sorte que ce que nous prônons, ce que nous proclamons, puisse se traduire dans la réalité pour l'intérêt de tous les Guinéens et de la sous-région également, parce que nos ambitions vont au-delà du contexte seulement national. Donc parlons à présent de l'actualité la plus brûlante, en tout cas dans le registre politique. Il s'agit de l'installation des élus locaux. Quelques 8 mois après les élections et tout ce qu'on a connu comme dénonciation, comme rejet des résultats par endroits et par l'opposition républicaine, c'est la phase de l'installation de ces élus qui s'est annoncée et qui a été annoncée par le ministère de l'administration du territoire. Beaucoup de choses se sont passées depuis et vous avez observé tout ce qui s'est passé. D'abord de la fixation de la période d'installation de ces élus qui a fait objet de débat puisque le ministre de l'administration n'a pas apparemment été clair. Les choses ont commencé et on a vu la violence qui a accompagné Kindia, Guéasso, il y a eu Sigiri et d'autres localités. Et on parle de Farana désormais et ça ne finit pas. Jusqu'avant-hier, il y a eu des violences à certains endroits. D'abord, quelle lecture faites-vous de cette situation qui n'est que naissante en ce moment-là? Vous savez, la décentralisation, c'est un grand chantier et un grand enjeu pour permettre à la population de gérer par elle-même et pour elle-même ses collectivités locales. La situation de la pauvreté, de la précarité et de la situation de déficit en termes de services de base dans nos villes sont dues dans une large mesure à l'absence de collectivités locales élues depuis très longtemps. Donc la Guinée a enregistré ce déficit et pénalise une sorte de fracture même avec le développement local. Et ça a fait que progressivement une déresponsabilisation est devenue la donnée la plus partagée par les populations à l'égard de tout ce qui a un caractère public dans les villes, que ce soit de Conakry ou de l'intérieur du pays. Ça, c'est parce que les communes n'ont jamais été dirigées correctement et depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection communale. En 2005, les élections communales qui avaient eu lieu ont été des élections communales administrées puisqu'il y avait eu des bourrages d'urnes pour faire que le PIP soit installé un peu partout. Ce sont ces élus qui ont continué dans un contexte où ils étaient mal élus et qui ont fait que la gouvernance locale a été toujours le bas qui blesse dans notre pays. Donc, le gouvernement actuel, dans un processus de relance des élections communales, à travers un ministère de l'administration du territoire qui ne s'est pas prêté avec tout ce qu'il faut à la dynamique de décentralisation, n'a pas préparé les populations à l'organisation des élections communales. Avant les élections communales, il n'y a pas eu de préparation psychologique, il n'y a pas eu de sensibilisation, il n'y a pas eu une information large pour savoir c'est quoi une élection communale. Combien d'années après? 15 ans depuis 2005? Plus de 10 ans. 10 ans après. Bon, la gouvernance PIP, vous savez comment elle était. Ce n'était pas des élections communales non plus. Donc cela veut dire depuis très longtemps, il n'y a pas eu réellement une réelle prise en charge par les populations, par elles-mêmes et pour elles-mêmes de la gestion de leurs collectivités. La gouvernance locale. Bien. Il y a eu quelques exemples rares, comme Rugibari à Matam,
C'était un exemple qui avait montré une personnalité bien engagée pour sa commune, mais depuis lors, il n'y a pas eu de personnalité marquante en tant que maire qui a apporté une valeur ajoutée dans la gestion. Donc la Guinée n'a pas d'exemple palpable, cohérent, une référence pour dire voilà ce que doit être une commune, comment elle doit être bien gérée. Le gouvernement a manqué également de sensibilisation et d'information à l'égard de la population. Les deux blocs qui sont au pouvoir, ce qu'on appelle cette opposition dite républicaine et la mouvance, après 2015, ont érigé toutes les communes en délégation spéciale, c'est-à-dire des gens qui étaient nommés pour administrer nos communes pendant 2 années et demie sur une base qui n'était pas en conformité avec les textes de loi de la République de Guinée. Donc ceux-là, les deux blocs se sont habitués à gouverner sans partage les communes, à régenter les finances locales à leur manière, à leur discrétion, sans qu'il y ait, disons, une certaine redevabilité aux yeux de l'opinion nationale. Lorsque les élections se sont approchées, ils se sont retrouvés entre eux pour faire un accord, dit l'accord d'octobre 2016, où ils ont mis la structure, l'architecture de la loi électorale à adopter pour conforter leur mainmise et une oligarchie au niveau de ces villes. Donc, c'était une manière antidémocratique. En modifiant le code... Bien, ils ont modifié le code électoral en votant au mois de février 2017 par l'Assemblée nationale actuelle un code électoral qui était liberticide, qui était pour l'interdiction de fait des candidatures indépendantes au niveau des communales, qui était pour la nomination des chefs de quartier au prorata des résultats des partis politiques obtenus, alors qu'on aurait pu aller autrement pour ne pas politiser à outrance la gestion à la base. Parce qu'un chef de quartier, ce n'est pas un homme politique, c'est une représentation d'une entité, d'une collectivité qui a une culture, qui a une tradition, une représentation de certaines réalités sociopolitiques qui ont le droit d'exister. Ils ont nié tout ça pour politiser à outrance, c'est-à-dire ils voulaient coûte que coûte mettre une oligarchie à leur dévotion sur l'ensemble du territoire national. Ils ont mis un code électoral qui leur conforte que dans cette dynamique. Ils ont rajouté que les contentieux pour les élections communales seront examinés par les tribunaux de première instance de chaque circonscription. Ils ont rajouté que la décision de chaque tribunal n'est susceptible d'aucun recours, c'est-à-dire que ce soit bien jugé ou mal jugé, aucun recours n'est possible. C'est eux qui ont voté cette loi. Ils sont tous des parlementaires et ils ont voté à l'unanimité, sauf à ma connaissance, Aboubakar Souma, qui a démissionné de son poste de membre de l'UFDG à cette occasion pour protester contre cette loi électorale qu'il estimait n'étant pas conforme avec les principes, et il a raison sur ce point. Donc vous voyez, les gens avaient une volonté de mainmise totale du pays. L'élection communale a eu lieu le 4 février et immédiatement après, les contentieux ont été examinés en conformité avec le code électoral. Par la suite, la CENI, conformément au code électoral, a prononcé les résultats définitifs. Et là, un autre problème survient. Le ministre de l'administration du territoire, au lieu de convoquer dans un délai bien adapté, les élus communaux de l'ensemble du pays pour leur installation, ils se sont mis à faire de la politique politicienne, à se cajoler entre eux. Certains disent qu'il nous faut les vrais résultats, mais il faut que le peuple guinéen sache. Et quand vous dites certains, c'est l'opposition qui a demandé les vrais résultats, parce qu'ils ont estimé que, ceux qui se disent les magistrats ont mal travaillé. Mais lorsque un magistrat mal travaille, il y a un recours. Et le recours, c'est de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et si vous faites ça,
Vous ne pouvez pas revenir conformément au code électoral sur ce qui est fait, mais à l'avenir, vous préparez l'avenir pour que des choses de ce genre ne se répètent pas. Ils ont préféré descendre dans la rue avec des manifestations, avec des morts, avec des dégâts en biens et autres. Ça, c'est leur responsabilité. Mais ce que je veux dire, donc, il faut que nos compatriotes... On est arrivé à des accords comme l'accord du 8 août. Non, avant ça, il faut que les gens comprennent, lorsqu'on dit il nous faut les vrais résultats, cela veut dire qu'il faut violer la loi électorale pour satisfaire des intérêts catégoriels. Mais si cela est fait, qu'est-ce que ça va donner? Cela veut dire que la Guinée sera incapable demain d'organiser une élection nationale d'envergure, parce qu'à chaque élection, il y aura des mécontents parce qu'ils auront perdu. Et les mécontents pourront s'ériger en force pour dire, si on ne donne pas nos vrais résultats, il y aura ceci, il y aura cela. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a sombré dans la guerre civile. Donc il faut que nos compatriotes sachent les enjeux derrière cette affaire. C'est l'avenir de la paix et de la stabilité de la Guinée en question. Bien, ceci dit, comme ça a persisté, manifestation et manifestation, au mois d'avril dernier, le doyen du corps diplomatique accrédité à Conakry, l'ambassadeur russe s'était insurgé par rapport à ces sempiternelles manifestations qui causent des dommages à la population. Il a été, et je salue sa déclaration, mais certains l'ont tancé de tous les noms, qui est notamment l'ambassadeur de la Russie en Guinée. Bien sûr, il s'agit bien de lui. Et il avait, je vais saluer sa déclaration, mais certains bords lui ont adressé l'ont qualifié de tous les noms d'oiseaux. Mais ça, c'est leur responsabilité. Lorsque cette situation a perduré, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, avec l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, M. Kassory Fofana, et l'impasse dans laquelle cette opposition dite républicaine se trouvait, et la nécessité d'aller dans une autre phase, ils ont concocté un accord, dit l'accord du 8 août, où ils se sont partagés les 12 circonscriptions qui faisaient objet de litige. 12 circonscriptions sur 342. C'est-à-dire pendant 9 mois, on a bloqué l'installation des communes sous prétexte que dans 12 circonscriptions, il y a des problèmes sur les 342. Ça, c'est de la responsabilité du ministre de l'administration du territoire. Donc l'accord dit, on se réserve, la mouvance s'abstient d'avoir un candidat à Dubreka et dans d'autres circonscriptions. À Kindia. Non. À Dubreka, c'était l'UFDG qui doit s'abstenir d'avoir un candidat. À Kindia, c'est le RPG. Mais parlons de ces deux villes majeures. L'accord dit que l'opposition doit présenter sa candidature à Kindia. Mais à ma connaissance, l'UDG de Mamadou Sylla, qui siège dans le conseil du chef de file de l'opposition, les membres de l'UDG appartiennent à cette opposition dite républicaine. Et par conséquent, un candidat de l'UDG est bien de cette opposition en tenant compte de leur propre qualificatif. Et il a été élu. Oui, mais est-ce que ce n'est pas les manœuvres du RPG en même temps, monsieur Ba, parce que déjà le monsieur il est parti au RPG, on a vu des photos où finalement il met les foulards du RPG, qui s'est fait introniser par les gens du RPG. Est-ce que ce n'était pas une instrumentalisation du monsieur là? Parlons ce qui intéresse la nation. Ne rentrons pas dans les détails. Vous n'y voyez aucune manipulation, aucune manœuvre du RPG. L'accord de ce qu'ils appellent l'accord du 8 août, l'UDG de Mamadou Sylla est bel et bien de leur opposition dite républicaine. Le candidat élu sur la liste de l'UDG a été élu. Point final, c'est en conformité avec leur texte. Et malheureusement, avec leur accord, malheureusement, ceci aussi est en contradiction avec les lois de la République, parce que les élus sont en âme et conscience libres d'élire qui ils veulent
en considérant des spécificités locales, un consensus interne entre les élus. Mais malheureusement, comme tout a été politisé à outrance, au détriment de l'intérêt des collectivités locales, ça donne le résultat que ça a donné. Et ce qui est encore beaucoup plus dramatique, c'est la proportionnelle qui est utilisée. C'est-à-dire tous les élus de toutes les listes ayant un certain nombre d'électeurs sont représentés au niveau de la commune. Donc c'est une co-gestion par l'ensemble des sensibilités des collectivités locales. Ça devrait leur inspirer pour se dire, le maire, c'est une personnalité certes de premier plan, mais les décisions sont prises par le conseil communal. Absolument. À la majorité. Donc, quelle que soit la position du maire, quel que soit celui qui est premier vice-maire ou qui est simple élu, c'est la capacité de proposition, la capacité d'entraînement de l'élu qui peut lui conférer une prééminence par rapport aux décisions du conseil communal. C'est ça, un conseil communal élu à la proportionnelle. Mais là, on fait comme si l'élu, le maire sera le chef tout-puissant, le responsable suprême de la collectivité. Ça, c'est fini. Donc, d'une mairie. Maintenant, tout cela est mis de côté. Si le RPG et l'opposition de républicaine signent des accords, est-ce que ça intéresse l'homme de la rue? Ça n'intéresse pas l'homme de la rue. Et c'est ce qui fait objet aujourd'hui des multiples manifestations que non, nous avons connues. Ce qui est aussi 3 semaines déjà de manifestations. Ce qui est inadmissible. Ouais. Si le RPG et l'opposition dite reprise signent des accords et ils ne s'entendent pas au niveau de leurs accords, ils n'ont qu'à régler ça entre eux, en dehors de l'espace public. Parce que l'espace public, c'est l'espace national, c'est l'espace qui appartient à tous. Si c'est le motif de faire des manifestations, vous pensez que c'est abusif de la part de l'opposition républicaine? C'est abusif et c'est totalement irresponsable. Mais il y a eu des cas de mort, il y a eu des cas de mort. Ce qui est encore, ça rend dramatique, parce qu'à l'époque, j'avais bel et bien dit que ceux qui ont signé ces accords, qui vont générer des facteurs de crise et de troubles, seront responsables de tout ce qui va arriver. Donc, ils assument la responsabilité de ce qui est en train d'arriver. Et le ministre de l'administration du territoire doit prendre ses responsabilités pendant qu'il est temps. En faisant quoi? En quoi faisant, par exemple? Mais il est le responsable régalien de la situation dans nos communes et dans l'administration du territoire. On ne peut pas admettre un certain nombre de dysfonctionnements, mais d'ores et déjà, il y a eu trop de dysfonctionnements. 9 mois où le processus politique a été bloqué, où le vote des citoyens n'a pas été acté par l'installation des élus au niveau des conseils. Ça, c'est de la responsabilité du ministre de l'administration du territoire. Et comme je l'ai dit, leur incompréhension au sujet de l'accord qu'ils ont signé entre eux a accouché de 3 manifestations de rue déjà, avec au tableau des cas de mort par balles réelles, des cas de vandalisme, des incidences, ainsi de suite. L'opposition républicaine accuse les agents des forces de l'ordre de tirer sur ces jeunes gens. Et vous avez le ministre de la Sécurité, Alpha Ibrahim Makera, qui dit que les balles ne viennent pas des agents de sécurité. Pendant ce temps, on ne sait pas qui a tiré et les autres sont enterrés. Et jusque récemment, vous avez vu le cortège du chef de file lui-même qui a fait objet d'acharnement de la part des forces de l'ordre et de tirs de projectiles qui a donc touché le pare-brise de son véhicule. Et la dernière fois, il était confiné chez lui. Quelle lecture spécifique? Premièrement, il y a beaucoup de choses que vous venez d'énumérer ainsi. Déjà, c'est regrettable que pour chaque manifestation qu'on enregistre des jeunes gens qui sont tués. Je pense à leurs parents qui ont perdu des êtres chers qui ne reviendront plus jamais, par la bêtise de quelques-uns d'entre nous. C'est totalement irresponsable et inhumain de la part de ceux qui sont responsables de ça. Ils se connaissent. Ça, c'est un. Deuxièmement, la semaine dernière, avec cette multiplicité de manifestations, de tueries, je suis allé rencontrer le général Ibrahim Baldé, haut commandant de la gendarmerie nationale, pour tenir le langage suivant. Premièrement, nous voulons que ce pays aille dans le cadre de la stabilité et de la décrispation politique.
Nous demandons nous souhaitons que les manifestations soient civilisées et que la sécurité de tous puisse être assurée. Nous ne pouvons pas admettre qu'au moment où nous agissons dans ce sens, que des éléments qui portent l'uniforme aillent à la chasse aux pigeons comme si les citoyens guinéens étaient ces pigeons. Donc, l'institution au commandement de la gendarmerie nationale doit assurer la sécurité de tous, conformément aux lois de la République. Et le ministère de la Sécurité, bien entendu. Bien entendu. Et donc, s'il y a des brebis galeuses ou des gens qui ont d'autres intérêts, qui portent l'uniforme ou qui prennent les choses en embuscade, il faudrait que toute la lumière soit faite pour que les auteurs des crimes soient arrêtés et déférés devant la justice, qu'ils soient des civils ou qu'ils soient des personnes portant l'uniforme. Et il a acquiescé en disant que tout sera mis en œuvre pour que la gendarmerie et les forces de l'ordre assument leur responsabilité régalienne pour assurer la sécurité de tous, ce que nous souhaitons vivement. J'ai parlé du cas du chef de file de l'opposition dont le cortège a fait l'objet d'acharnement, de tirs et tout. Quel regard vous avez porté? Non, je dois être très clair. Autant la sécurité de tous doit être assurée, un chef de file qui est une institution doit bénéficier d'une sécurité officielle pour le mettre à l'abri de certaines actions qui peuvent aller dans le sens de l'atteinte de son intégrité physique. Ceci dit, par rapport à ce qui s'est passé, j'attends le rapport de la police nationale qui est aidée par la police scientifique des Nations Unies avant de me prononcer. Parce que je veux que les choses soient claires, je ne veux pas me prononcer sur des choses qui paraissent floues pour ne pas en rajouter dans la confusion ambiante. Alors oui, on va aller tout de suite donc à la pause et derrière nous aurons 10 minutes chrono pour parler cette fois-ci du secteur éducatif avec cette autre crise qui focalise là aussi les attentions. Tout de suite après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit aujourd'hui comme invité M. Bahouri. Et vous l'avez compris, dans la première partie de l'émission, nous avions parlé de l'actualité liée au mouvement Le Renouveau et les raisons de sa séparation avec un de ses bras droits depuis le clash avec les actuels responsables de l'UFDG. Il s'agit de Mohamed Lamine Keïta. Maintenant, on va aborder tout à l'heure la crise dans le secteur éducatif, votre lecture, mais restons encore un tout petit peu avec l'installation de ces élus locaux. Vous avez parlé de l'origine de tout ça depuis l'adoption du code électoral, le code de la discorde là, et puis les accords qui ont suivi, les élections, la contestation des résultats jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé par exemple des cas de foyers de tension qui naissent à côté de tout ça. À votre manière, vous avez cité les responsabilités. L'opposition et Bourema Koné se partagent la responsabilité de tout ça, mais pendant ce temps, il y a eu des cas de blessés, il y a eu des gens qui ont perdu leur fonds de commerce, qui ont perdu leur maison. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui peut arriver, puisqu'il se trouve qu'on n'est pas arrivé à l'installation des chefs de quartier, des chefs de district d'abord. À Guéasso, il y a eu des gens de Faya Minimouno qui ont été tabassés. À Kindia, vous avez vu ce qui est arrivé, à Sigiri et dans d'autres localités, des foyers de tension qui naissent. Votre lecture de cette situation et de qui doit faire quoi pour que cette situation-là s'arrête? Et deuxièmement, quel est le sort du mouvement Le Renouveau
dans cette phase d'installation des élus? Est-ce que certains de vos élus ont déjà trouvé leur place dans les communes qui ont déjà leur exécutif? Bon, d'abord... les scènes de violence. C'est dommage, c'est regrettable et c'est triste que les choses puissent se passer comme ça dans notre pays. Et depuis très longtemps, c'est une banalité que à chaque manifestation qu'on dénombre des morts. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on soit un pays normal, un pays où la sécurité et la vie des gens soient consacrées. Bon, ceci dit, par rapport à ce que vous venez de dire, l'installation des élus communaux... Notamment le sort du renouveau. Non, par exemple, notre représentant à Dubreka est le président de la commission éducation et santé de la commune de Dubreka. Donc on suit et aussi bien à l'intérieur du pays qu'au niveau de Conakry l'évolution de la situation. Bon, nous n'avons pas particulièrement de problème sur la question. Vous n'avez pas eu d'accord avec des gens qui n'ont pas respecté, comme par exemple aujourd'hui entre le RPG et l'UFDG, vous êtes tranquille, vous occupez vos postes. Bien entendu. Mais aucun élu du renouveau n'est devenu quand même maire quelque part. Non, nous avons des amis qui sont devenus maires et on les a salués. Et ce sont des candidats indépendants à Bofa, à Farana, à Dinguiraï. Et nous suivons l'évolution dans l'élection des maires dans les autres contrées du pays et on salue ces nouveaux maires et on est à leur disposition pour leur apporter le peu que nous savons et le peu que nous pouvons pour que la collectivité locale qu'ils dirigent puisse bénéficier de ce que nous allons mettre en chantier pour approfondir la gestion communale, pour apporter d'autres mécanismes qui permettent de lutter contre la pauvreté, d'enclencher réellement un processus de lutte contre la pauvreté par le biais de développement local, par le biais de jumelage avec des collectivités étrangères et par le biais de projets qui peuvent permettre de créer des activités créatrices de revenus dans les communes pour que l'espace communal soit aussi un espace d'idées, un espace d'initiative pour qu'il y ait du travail, pour qu'il y ait des initiatives pour que les gens puissent avoir du travail et améliorer leur sort. On est en train de marcher à reculons et à retarder ce processus, ce qui m'enrage parce que j'ai l'impression que certains ils ne s'intéressent qu'à des postes, ils ne s'intéressent pas au contenu de ce qu'on peut faire avec ces postes. Et j'ai parlé d'installation des élus locaux sous fond de violence, de pagaille et de crise politique. Justement, en parlant de crise politique, l'opposition maintient toujours son plan de pression de rue. La semaine qui vient de commencer va être encore marquée par cette pression de rue. Donc, le mercredi, ville morte, le jeudi, manifestation, comme ça l'a été déjà 3 semaines. Les 3 premières semaines passées. Et leur motif, c'est toujours l'installation de ces élus avec cette grosse pagaille. Et dans ce sens-là, le double message que vous avez à l'opposition, est-ce que c'est de dire non, vous ne pouvez pas évoquer l'article 10 de la Constitution de manifester à cause des ententes politiques entre vous et qui ont été trahies par les uns et les autres? À l'endroit de Bourema Condé, vous dites il faut qu'il arrête le processus et qu'il mette de l'ordre là-dedans pour éviter d'autres situations incontrôlables. C'est tout à fait réel. C'est la raison pour laquelle la semaine dernière j'ai rendu visite au Premier ministre accompagné d'une importante délégation du renouveau pour parler de nos préoccupations, notamment en ce qui concerne la crispation politique qui est perceptible à l'heure actuelle, en faisant ressortir la responsabilité de ces accords signés entre des personnes qui, certains sont au gouvernement, d'autres se partagent entre cette opposition dite républicaine et la mouvance. Il y a une responsabilité partagée par rapport à la déstabilisation des processus politiques dans notre pays et une confortation d'une certaine forme d'impunité qui fait que chaque jour on constate cela. Ils disent pour la paix, il faut faire des aménagements. Mais quelle paix? La loi, rien que le respect de la loi, dans l'application stricte
Et dans la transparence, c'est ça qui assure la paix et la stabilité. Bien. Si vous faites des jeux politiciens pour satisfaire des intérêts de tel ou de tel autre, pour satisfaire des humeurs, vous cultivez une certaine forme d'impunité qui déstabilise le pays, qui fait que les citoyens perdent confiance aux institutions. Et là, le ministère de l'administration du territoire doit se ressaisir pendant qu'il est temps, parce que dans une large mesure, il a une grande part de responsabilité dans la situation qui arrive et dans la situation qui fait que des êtres innocents perdent leur vie du fait de ces manifestations, que des personnes anonymes ou autres voient leurs biens saccagés et autres. Il faut qu'on soit sérieux et responsable dans ce pays. Bien. Si on n'est pas en mesure d'assumer sa responsabilité, bon Dieu, ils n'ont qu'à remettre leur démission au président de la République et au Premier ministre. Malheureusement, Bourema Condé toujours indexé, si et là, dans cette situation de confusion, de violence, de grosse pagaille liée à l'installation des élus locaux. On va finalement parler d'éducation. Crise aussi dans ce secteur aujourd'hui. On a connu une rentrée scolaire à peu près ratée, mais aussi mouvementée, parce que finalement les élèves se retrouvent dans certaines préfectures, dans la rue, en train de se lapider avec les forces de l'ordre. Il y a eu déjà des cas de blessés dans les rangs des élèves et des citoyens. Là aussi, le SLEG n'arrive pas à s'entendre avec le gouvernement. D'ailleurs, la négociation, les pourparlers sont un peu crispés. On est dans le statu quo. Quelle est votre lecture de cette autre situation? C'est tout cela qui m'a amené, avec mes amis, à rendre visite au Premier ministre. Et pour lui demander... C'était quand votre rencontre avec le lundi de la semaine dernière. Pour lui demander de faire preuve de plus de pédagogie et de capacité d'écoute pour prendre en compte, disons, des revendications catégorielles ou syndicales, parce que de par sa mission en charge du dialogue social et en tant que Premier ministre, il est dans son rôle d'avoir cette pédagogie, d'avoir la capacité d'écoute et l'attention nécessaire pour écouter et étudier les voies et moyens pour parvenir à des solutions satisfaisantes pour les uns et pour les autres et pour la collectivité nationale. C'est le même langage que nous avons tenu le mercredi de la semaine dernière également au secrétaire général du SLEC, M. Aboubakar Souma, entouré par son équipe. Nous les avons rendu visite à leur siège et le discours était le même. Il faudrait que les syndicats, le SLEC et le gouvernement trouvent les voies et moyens de permettre, disons, de se retrouver, de se parler, d'échanger, et pour parvenir à cette situation qui est souhaitable et salutaire pour que les enfants puissent revenir à l'école. Bien entendu, les questions structurelles concernant l'école, de manière générale, demandent du temps pour trouver les solutions, mais de manière responsable et de manière consciente entre les uns et les autres, le dialogue se noie. Il est possible de s'entendre pour, à terme, résoudre les problèmes à court terme, à moyen terme, engager les réformes indispensables pour que l'école reprenne, soit remise sur les rails, parce que c'est notoirement admis que l'école guinéenne est de ce point de vue malade. D'un côté, on a décidé de prendre des décisions des plus fermes, mais des plus fâcheuses aussi face à l'interlocuteur. Je parle du gouvernement qui a décidé de geler les salaires de tous les enseignants grévistes. Et comme pour riposter, vous avez les syndicalistes qui disent désormais que les 8 millions sont non négociables, même si on sait que ça aussi c'est illusoire, 8 millions par enseignant. Non, je pense que la sagesse prévaudra pour que les uns et les autres puissent se retrouver autour de la table pour discuter, parce que nous sommes tous dans le même bateau et nous n'avons pas intérêt à ce que ce bateau coule, parce que sinon nous allons tous périr et personne ne sera gagnant dans ce bras de fer entre le gouvernement et les syndicats. Donc il faudra que la sagesse l'emporte et les questions d'orgueil et autres
soit mis en arrière, parce que ce qui importe dans la phase actuelle, c'est l'intérêt de toute la collectivité nationale. On verra bien donc si le Premier ministre entendra cela de bonnes oreilles. Est-ce qu'il va faire redémarrer la machine de la négociation, du dialogue social, comme d'ailleurs cela est une de ses attributions, le promoteur du dialogue social. Or, aujourd'hui, beaucoup pensent que le Premier ministre Kassory Fofana, au lieu de promouvoir le dialogue, il est en train de le tuer plutôt. On espère que cela va reprendre. En tout cas, merci M. Ba pour cette lecture. Merci et du courage. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention. C'était un plaisir pour moi de vous avoir servi encore au compte de cet autre numéro de Café Débat. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.